retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. Aujourd'hui, nous allons parler des diplômes et des compétences. L'idée que les plus diplômés sont mieux protégés sur le marché de l'emploi est aujourd'hui largement répandue. En résulte, cette course effrénée et non moins spectaculaire de la plupart des étudiants au diplôme. Donc, d'année en année, de plus en plus d'étudiants optent de poursuivre leurs études après un bac plus 3 ou un bac plus 5. Cependant, plus le temps passe et plus on se demande si faire de longues études garantit toujours un bon emploi. Qu'entend-on par longues études? De nos jours, garantissent-elles toujours un bon emploi? Et autrement dit, les longues études sont-elles une arme contre le chômage ou sont-elles un moyen d'avoir une occasion facile de s'insérer professionnellement parlant? Ce sont les questions auxquelles M. Jean et Sorana Malanlé, qui est sociologue de l'éducation et de la formation, et M. Didier Nagbé, spécialiste marketing et communication, nous aideront à trouver des réponses. Vous les découvrirez tout à l'heure le long de l'émission. Et pour commencer, dites-moi, qu'entendez-vous par longues études, Zeus? Bonsoir, je réponds au nom de Zeus Sadao Okenta, je suis jury de formation. Et quand on parle de longues études, je pense que déjà dans le terme long, nous comprenons que ce sont des études qui nécessitent plusieurs années d'études pour pouvoir acquérir un certain nombre de compétences, pour être efficace ou bien assez disponible sur le marché de l'emploi en termes de compétences. Et je vais procéder par hypothèse. Une personne qui, après son bac, fait une formation de 2 ans, et il va compléter ça avec une formation pratique pour se rendre disponible déjà sur le marché de l'emploi, fait une courte étude. Alors qu'une personne qui opte déjà pour 3 années d'études pour obtenir une licence, que ce soit une licence professionnelle ou une licence générale, fait déjà de longues études. De même qu'une personne qui va aller jusqu'au bac 5 ou jusqu'au doctorat, fait de longues études. Merci beaucoup. Didier, tu as des ajouts par rapport aux propos de Zeus? Non, je pense que c'est la vie de façon générale. Quelqu'un qui fait 3 ans et plus, donc après le bac, on dira qu'il a fait de longues études. Bon, c'est une façon de parler parce qu'en réalité, on ne finit pas d'étudier. Hein, et ça, je pense qu'on le verra tout au long de cette émission. Pamela, ton cas est particulier parce que tu es doctorante en médecine et on dirait que le cas, voilà, tu fais de longues études, mais le cas des études en médecine est particulier. Oui, le cas des études en médecine est particulier, mais en général, le cas de la filière médicale est particulière parce que pour pouvoir prétendre être médecin, par exemple, il faut faire en moyenne 8 années d'études pour avoir le doctorat. Par contre, un infirmier ou une sage-femme feront en moyenne 3 années pour avoir leur diplôme et s'insérer professionnellement. On a aussi, par exemple, les pharmaciens qui font 7 années d'études pour pouvoir avoir leur diplôme. Donc, dans le monde médical, me référant à la définition de mes prédécesseurs, ce sont de longues études que nous faisons. Que tu es en train de faire. Vraiment. Je reviendrai à toi tout à l'heure. Sur le sujet, aujourd'hui, par rapport aux caprices du marché de l'emploi, faut-il faire de longues études pour réussir ou les études courtes aussi peuvent-elles permettre à quelqu'un de s'insérer professionnellement parlant? Les avis sont partagés, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut nécessairement faire aujourd'hui de longues études pour réussir, Jean? Ok, merci. D'abord, je voudrais dire que cette question est pertinente, surtout que nous sommes dans un cadre bientôt la rentrée avec les étudiants et plusieurs se battent pour s'inscrire bientôt. Faire de longues études ou non, je dirais qu'il y a oui et il y a non. D'abord, il y a des facteurs où c'est en fonction de plusieurs éléments. D'abord, il faut considérer le domaine dans lequel l'on veut s'orienter. Il y a aussi les objectifs que la personne poursuit en voulant étudier. Et aussi considérer le contexte socio-économique, familial. Et pour être plus concret par rapport aux objectifs, par exemple, une personne qui voudrait juste trouver un emploi, sécuriser quelque chose, sécuriser sa famille, il se dit, bon, au lieu de longues études, je préfère m'orienter vers une formation qui me professionnalise rapidement
Et là, je peux assurer, sécuriser certaines choses. Et de l'autre côté, quelqu'un qui plutôt pense à une innovation ou pense sortir le meilleur de lui-même, avoir une plus grande audience, il se dira, bon, je vais opter pour des études plus longues, aller au doctorat. Et cela lui donne plus de confiance à pouvoir gagner une certaine échelle dans la société. Donc je pense que cela dépend plus de ses objectifs personnels, des conditions également, celui qui n'a pas de moyens financiers par exemple, et du contexte du pays. Donc ce sont des facteurs qui entrent en jeu. Surtout, je vais préciser le domaine. Celui qui est en sciences humaines par exemple, les sciences humaines demandent plus d'études parce qu'on ne connaît pas l'homme totalement. La sociologie, la psychologie, tout ce qui est lié aux hommes, les sciences juridiques demandent de longues études pour pouvoir ressortir quelque chose de nouveau peut-être. Mais pour les sciences exactes, aussi on peut aller loin, mais c'est plus pratique parfois. Donc voici un peu brièvement ce que je peux dire. Pamela. Oui, effectivement, moi je pense que ça dépend aussi de ce que les employeurs attendent. Parce qu'en fonction du poste auquel nous voulons postuler, on verra s'il faut faire de courtes études ou de longues études. Vous voulez par exemple devenir médecin, il vous est impossible d'étudier pendant 2 ans. Alors que vous voulez peut-être, après votre bac, comme l'a dit monsieur Jean, vous insérer rapidement dans la vie professionnelle, alors vous pouvez opter pour de courtes études. Et voilà, commencez par gagner votre vie. Donc je pense que cela dépend aussi un peu des réalités de l'objectif que vous poursuivez, mais aussi des réalités qui se trouvent à votre disposition sur le marché de l'emploi. Donc voilà, les objectifs personnels, des objectifs, voilà. Les moyens financiers et les réalités. Comme M. Jean l'a si bien souligné. Les réalités du marché de l'emploi. Ton avis sur la question? M. Jean a relevé un certain nombre d'éléments qui poussent à ce qu'on fasse de longues études, le domaine et les objectifs. Mais quelque part, moi je pense que c'est plus des causes conjoncturelles, la réalité, la situation socio-économique du pays. Si je prends l'exemple de notre pays, je pense qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi est plus exigeant. Parce qu'on se dit que le diplôme le plus élevé, faire un bac plus 3, me garantit plus, ou bien me donne plus de possibilités à pouvoir m'insérer professionnellement. Parce que si on doit dénombrer le nombre de personnes qui ont aujourd'hui le bac, ce sont des milliers. Et plus un diplôme publie sur le marché et n'arrive pas à s'insérer, plus ce diplôme n'a plus de valeur. Aujourd'hui, que ce soit le bac ou la licence, il y en a tellement. Et on se dit qu'en faisant de longues études, on a la possibilité d'éliminer, de se démarquer de la masse et de se donner plus de chances pour s'insérer professionnellement. Et donc l'ensemble de ces facteurs fait que tout le monde pense qu'il faut nécessairement faire de longues études pour pouvoir s'insérer professionnellement, acquérir de la compétence. Et également de notre côté, on nous dira que le niveau baisse. Et quand le niveau baisse, on dit non. Moi, en tant que chef d'entreprise, je ne veux pas recruter une personne qui a un niveau bac plus 3. Je ne crois pas que cette personne puisse m'apporter quelque chose de concret en termes de compétences. Et donc, ces facteurs font que nécessairement, on pense qu'en faisant de longues études, on a plus de chances. On a plus de chances de trouver du travail. Mais d'un autre côté, moi, je dirais non. Non, parce que quand on observe la réalité de nos pays, on va se rendre compte qu'il y a un certain nombre de domaines qui n'ont pas nécessairement besoin de longues études. Je prends l'exemple du fabricant de chaussures, que nous appelons communément des cordonniers. On n'a pas besoin de longues études. Après son bac, on a besoin d'une formation juste de base qui nous permet de mieux communiquer, de mieux gérer nos finances, de pouvoir facilement comprendre la réalité économique du domaine dans lequel nous voulons exercer. Et on s'en sort facilement. Et cette personne n'a pas besoin de faire un bac plus 5, un bac plus 3. Mais c'est parce que dans la réalité de nos pays, les formations qui sont proposées sont d'ordre général. Les formations professionnelles n'existent pas assez. Et donc on se dit, si on ne fait pas de longues études par rapport au domaine, par rapport à la réalité du pays, par rapport aux offres d'emploi qui pluent sur le marché, on ne peut pas s'insérer professionnellement. Je pense que c'est l'absence de formation professionnelle qualifiante qui font que tout le monde pense qu'il faut nécessairement se lancer dans de longues études pour pouvoir se trouver son gagne-pain quotidien.
Tout le monde pense qu'il faut faire de longues études. La plupart pensent qu'il faut faire de longues études. Qu'est-ce que Didier pense ? Moi, je pense, j'ai bien apprécié l'intervention de M. Zeus, Zeus tout à l'heure, surtout à la fin où il disait c'est l'absence un peu de formation professionnelle qualifiante qui fait que justement beaucoup pensent que ok, je dois faire de très longues études avant d'avoir des opportunités. Mais je voudrais même aller au-delà parce que pour moi, cette situation est due même à l'échec du système éducatif, de notre système éducatif, surtout français, et qui en réalité, pour moi, je le dis, je le répète, c'est un échec. Et je donne quelques éléments, je vous en donne 3. Premier élément, c'est que dans le système éducatif français dans lequel nous avons tous évolué, c'est qu'il est interdit de faire des erreurs. Okay? On vous dit, voilà, voici la réponse, c'est ce qu'il faut trouver. Et on considère que vous qui ne l'avez pas trouvé, cette réponse-là, vous avez fait une erreur. Et non seulement vous avez fait une erreur, mais vous n'auriez pas dû faire des erreurs. Alors que justement, faire des erreurs, c'est ça qui vous permet d'acquérir la compétence. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce qu'en réalité, ce que nous recherchons, ce qui fait trouver l'emploi, normalement, ce n'est pas le diplôme. C'est la compétence. Pourquoi est-ce que ce sont les diplômés qu'on emploie? Parce qu'on présume qu'ils ont de la compétence. On suppose, c'est une présomption. On dit, bon voilà, s'ils ont le diplôme, c'est parce qu'ils connaissent. Okay? Maintenant, pour que la personne, normalement, puisse connaître réellement, il aurait fallu que cette personne-là fasse des erreurs. Je prends un exemple, je vais à Agbalépédo, je me perds, ok, je me perds et je passe peut-être par un autre chemin, ok, donc on dira, si on était à l'école, que j'ai fait faux, donc j'ai pas la réponse. Maintenant, quelqu'un, il va directement à Agbalépédo, on dit, il a bien trouvé, mais moi qui ai fait l'erreur, si je répète, je passe par un autre chemin, je connais mieux le quartier d'Agbalépédo que celui qui est allé directement et parce qu'il connaît. Ça, c'est le premier facteur pour moi qui est une raison des échecs du système éducatif que nous avons aujourd'hui. Deuxième élément, c'est que il y a ce que je pourrais appeler le classement ou la hiérarchie des matières. Okay? Parce que tout le monde ne va pas sur les bancs pour devenir médecin. Tout le monde ne va pas sur les bancs pour devenir architecte. Alors quelqu'un qui, voilà, au départ, il veut, je sais pas, il est artistique. Il veut devenir, je sais pas moi, peintre. Vous lui collez des trucs de biologie, machin, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Donc, on fait une hiérarchie pour tout le monde. On dit c'est comme ça pour tout le monde, peu importe d'où vous venez, peu importe votre particularité, alors que tous les enfants sont différents. Okay? Et donc, tout ça là fait que les gens grandissent avec une certaine peur, avec un certain pessimisme. Parce qu'on considère que quand vous avez fait beaucoup d'erreurs, ça voudrait dire que vous n'êtes pas bon. Celui qui il a de bonnes notes dans les matières dites fondamentales, donc c'est lui qui est le meilleur de la classe parce que voilà, lui il est bon dans les matières fondamentales. Mais dans la vie, 20 ans, 30 ans après, vous allez vous retrouver justement avec ces meilleurs-là des matières fondamentales qui ne sont pas grand-chose. Bon, pas toujours, mais c'est que ça n'a pas garanti effectivement. Donc pour moi, non, parce qu'il y a le système éducatif qui est faussé à la base, qui n'encourage pas la créativité. Nous allons à l'école, on nous montre les connaissances comme si on était dans un musée. Vous savez, quand vous arrivez dans un musée, vous rencontrez les choses, on vous dit que ça c'est Picasso, ça c'est, je sais pas moi, vous n'avez pas de questions posées, vous regardez juste, on vous dit que ça c'est la première pierre, je sais pas, Néandertal, etc. Vous regardez, vous ne posez pas de questions. Et aujourd'hui, justement, l'école, c'est ça. On dit, voilà, ça c'est la réponse, tais-toi, c'est fini, le maître a dit, ça c'est comme ça, et puis on ne cherche pas à savoir pourquoi, on s'en fout, et puis on avance. Voilà un peu comment est-ce qu'on en est arrivé à créer un manque de confiance auprès des gens qui, malgré même, je vous dis, il y a des gens qui ont le bac plus 5, mais ils se disent, non, je ne suis pas encore bon. Qu'est-ce qu'il veut? Il se dit non, il doute encore de lui parce qu'il estime que voilà, même quand il a ça, il n'est pas aussi bien que quelqu'un qui en a autant. Voilà. Merci beaucoup. Nos amis téléspectateurs peuvent commencer à participer à cette émission en nous envoyant des SMS au 90 14 09 52. 90 14 09 52. Nous évoluons un tout petit peu. Nous parlons des longues études.
Voici un message que nous recevons. Est-ce que vous ne pensez pas que la multiplicité des écoles supérieures aussi crée le manque de compétences? Parce qu'il y a des écoles qui prétendent offrir des formations Bac plus 5, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Jean. Oui, merci beaucoup. C'est une réalité ce que vous dites. Aujourd'hui, les écoles privées, c'est ça, les universités privées abondent. D'un point de vue marketing, je dirais que quand vous suivez même les publicités et autres, vous vous rendez compte qu'au fait, c'est attrayant. C'est attrayant, c'est fait pour attirer vraiment. C'est fait pour attirer. Et déjà, ça laisse à comprendre qu'il y a un objectif beaucoup plus lucratif, avoir un revenu, mais cela n'empêche qu'il y ait des universités également qui puissent vraiment offrir quelque chose de qualité. Quand il y a des faux, c'est parce qu'il y a des vrais. Voilà. Et ce qu'on peut encore jouer dans ce choix d'études longues ou pas, je veux parler beaucoup plus de l'orientation. Une université qui mettrait l'accent sur la bonne orientation. Déjà à l'entrée, quelles sont les dispositions que l'université prend pour que l'étudiant qui arrive, d'abord arrive à se reconnaître. J'ai été invité tout récemment au TC Contest que fait Léon les samedis à la JVA et le thème était vocation et formation, lequel vient avant. Aujourd'hui, plusieurs vont en formation sans reconnaître leur vocation. Et c'est après plusieurs années qu'on se dit « Ah, j'ai fait une erreur ». Et c'est par manque ou c'est juste par défaut d'orientation. À la base déjà, comme le disait mon confrère Didier, l'enfant n'est pas informé sur le fait qu'il a du potentiel et c'est par rapport à ce potentiel, à ses talents qu'il faut l'orienter. Je connais aujourd'hui des personnes, il y a plein de témoignages. Je veux parler par exemple de Bill Gates qui a dû quitter même l'école. Je veux parler par exemple de Mark Zuckerberg. Ce sont des personnes, j'ai lu leur biographie, ils ont laissé l'école en chemin. Juste parce qu'ils se sont rendus compte que voici ce que j'ai en moi, voici ce que je veux ressortir, le talent que j'ai. C'était une passion pour eux. Et ils ont bravé tous les obstacles. Donc aujourd'hui, les universités offrent de bonnes choses à vue Dieu, mais en vérité, au fond, c'est un problème d'orientation qui manque. J'ai eu l'impression que c'est comme si vous avez cherché à noyer la remarque du téléspectateur. Zeus, c'est vrai, je disais, s'il y a des faux, c'est parce qu'il y a de vrais. Oui. Mais la personne dit que lui, il a remarqué que c'est la multiplicité d'écoles qui définissent des curricula, mais qui, en fin de compte, sont vides. Peut-être, si vous permettez, je pense que le tort pour moi est partagé. Pourquoi il y a multiplicité d'écoles aujourd'hui? C'est parce qu'à un moment l'État, je pense que voilà, l'État a démissionné et donc la nature ayant horreur du vide, chacun s'est positionné et puis bon voilà, ça fait un peu d'affaires pour tout le monde. Maintenant ça c'est le tort peut-être des écoles et de l'État, mais c'est au même moment le tort des apprenants. Vous savez, vous ne pouvez pas dire, quand vous allez à l'école, en réalité, vous devez savoir ce que vous allez chercher. Okay. Pour moi, par exemple, j'ai passé quelques années dans l'enseignement et je pense que beaucoup, justement, vont à l'école parce qu'ils veulent les diplômes. Ils ne vont pas à l'école parce qu'ils veulent la compétence. Quelqu'un qui va à l'école parce qu'il veut les diplômes, excusez-moi, il va tricher. Ok, il va tricher parce qu'il veut le diplôme. Quelqu'un qui va à l'école pour avoir la compétence, il ne va pas tricher parce qu'il sait qu'il ne l'a pas. Ok, pourquoi par exemple, si moi je ne suis pas bon en maths, ok, pourquoi je vais aller tricher en maths pour avoir une bonne note en maths? Pour qu'après on dise qu'il est bon en maths, on peut lui faire ceci, il peut faire ceci. Je n'ai pas la compétence des mathématiques, comprenez un peu. Donc, beaucoup en réalité vont justement à l'école pour avoir le papier. La preuve même aujourd'hui, quand vous faites des formations et tout, les gens vont vous demander est-ce qu'il y a attestation? S'il n'y a pas attestation, les gars ne viennent pas.
Quand ils ne reçoivent pas quelque chose, oui, il a reçu telle formation, il est tel, les gens ne vont pas, peu importe ce qu'il y a dans le contenu. Donc en réalité, c'est aussi la faute aux apprenants, parce que quand vous voulez avoir de la compétence, vous allez étudier autrement. Et même quand l'école même ne vous donne pas tout, parce que ça ne peut pas arriver, on ne peut pas tout vous donner. Vous-même, vous serez en mesure de chercher. Les marques, les billes, ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé où? Donc, les torts pour moi sont partagés. Merci beaucoup. Loin de nous l'idée de décourager les apprenants qui sont en train de faire de longues études ou qui projettent de faire de longues études. Nous ne sommes pas contre les longues études, mais c'est important de parler des réalités qu'on vit tout le temps. Donc, ce que je veux, nous revenons à nos longues études. Selon vous, quel avantage y a-t-il à faire de longues études? Comment profiter, comment faire pour profiter de toutes ces formations qu'on fait en accumulant les diplômes? Je veux dire, est-ce qu'il y a aussi des inconvénients à faire de longues études aujourd'hui par rapport aux réalités qu'on vit en besoin de travail? Pamela. Ok, quels sont les avantages qu'il y a à faire de longues études? Déjà, je pense que sur le marché de l'emploi, le premier avantage, c'est le fait d'être classé, d'être encore plus compétitif. Parce qu'on estime qu'une personne qui a fait de longues études, une personne par exemple qui a un bac plus 5, a plus de connaissances dans un domaine précis, des connaissances approfondies dans un domaine précis, a une certaine capacité de réflexion que lui ont conféré toutes ces années d'études qu'elle a passées comparativement à une personne peut-être qui a un bac plus 3 ou un bac plus 2, comme vous venez de le dire. Donc déjà, il y a cette compétitivité-là, cette classification que vous avez sur le marché du travail. Et qui dit que classification, positionnement sur l'échelle du marché du travail dit bonne rémunération. Parce que le salaire qu'on va payer ou qu'on va donner à quelqu'un qui a un bac plus 3 ne sera pas le même salaire qu'une personne qui a un bac plus 5 va gagner dans un pays où tout va bien, bien sûr. Il faut bien préciser le contexte. Donc, je pense que ce sont les deux avantages majeurs que je peux souligner par rapport au fait de faire de longues études. Et en plus de la maîtrise du domaine, le salaire, le positionnement et l'honneur qui va avec aussi la position. Parce que voilà, dans la société, bon, une personne qui a un doctorat, tout le monde fait tout le monde a un certain respect envers la personne, mais bon, ce n'est pas ce qui compte. C'est ce que la personne vaut en fait qui compte. C'est la compétence qui compte. Si la personne est capable de mettre en application ce qu'elle a pu apprendre dans son doctorat, c'est ce qui compte en fait. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire comme par rapport, voilà, comme avantage à faire de longues études. En termes d'avantage, je pense qu'elle a beaucoup dit. C'est la classification sociale, le salaire qu'on a, ou bien la position, les postes, le haut degré de poste que nous pouvons occuper dans la hiérarchie. Mais quelque part, moi je vois beaucoup d'inconvénients par rapport à la réalité vécue, personnellement. En termes d'inconvénients, très souvent, lorsque vous allez à des entretiens d'embauche, tout de suite quand on se rend compte que vous avez un bac plus 5, on dit bac plus 5, vous rendez compte qu'il y a déjà des doutes. On se dit, mais cette personne, si nous permettons de la recruter, est-ce que nous serons en mesure de la payer? Ce sont des questions qui se posent. Également, il y a des craintes. Est-ce que si nous acceptons cette personne, moi qui suis en train de faire ce recrutement, plus qu'il a un niveau plus élevé que moi, il n'y a pas un risque que je perde un jour mon poste en sa faveur? Il y a ces éléments qui se posent. Et quelque part, à défaut de pouvoir se positionner selon ses rêves, on est obligé d'occuper un certain nombre d'emplois beaucoup plus bas, qui nécessitent des diplômes beaucoup plus bas. Et souvent, vous faites la risée des autres personnes qui n'ont pas le diplôme. Est-ce que tu penses que ça joue psychologiquement? Ça joue psychologiquement. Si j'ai le DEA ou si j'ai le master. Ça joue psychologiquement. Je vous donne un exemple palpable d'un collègue qui s'est retrouvé dans une boîte où la plupart avaient bac plus 2, bac plus 3, il avait déjà un bac plus 5. Il était la risée de la structure. Comment? Chaque jour, on se moquait de lui.
Tu te gosies d'avoir un bac plus 5 et tu viens nous déranger ici avec ton bac plus 5. Vous dites que vous faites de longues études pour avoir de gros emplois. Qu'est-ce que tu cherches ici? Il est venu chaque fois me demander conseil. Je lui disais de tenir du main. Au final, il a arrêté. Est-ce que c'est pas manque? C'est parce qu'il n'a pas trouvé un travail à la hauteur. Parce qu'il n'a pas trouvé un travail à la hauteur de son diplôme. Il veut son gagne-pain. Donc il était obligé de prendre. Et finalement, il a fini par arrêter. Parce qu'il se fait la risée de la structure, il a arrêté, il dit non, je ne peux pas continuer. Je suis la risée de la boîte, je ne peux pas le supporter, j'arrête. Est-ce qu'il n'était pas payé? Il était payé. Donc moi je dis qu'il sait qu'il était payé. Et il se disait en laissant, certainement, il va mettre les bouchées doubles pour trouver ce qu'il veut. Et il a fini par le faire. Peut-être qu'il a des économies sur lesquelles il va se rabattre en attendant. Il a fini par le faire. Donc en termes d'inconvénients, il y en a assez. Il y en a assez. Je parle de la réalité. Donc des employeurs ont peur. Des employeurs ont peur de recruter parce qu'ils ne peuvent pas payer par rapport au diplôme. Ou soit la personne qui te recrute sait que tu as plus de compétences qu'elle et que certainement c'est possible que dans quelques années elle se trouve. Tu lui ravisses sa boîte. Oui, elle se trouve évincée. Donc l'ensemble de ces éléments font que aujourd'hui on se demande est-ce que véritablement il faut faire de longues études pour trouver son gagne-pain. Parce que le marché de l'emploi n'absorbe pas assez pour l'instant des diplômes les plus élevés au Togo. Donc c'est ce qui fait que ce problème existe. Le marché de l'emploi n'absorbe pas assez le niveau bac plus 5. Donc tout le monde se dit pour le moment. Merci Didier, avant que je ne te donne la parole, je réitère ceci, nous ne sommes pas contre ici au plateau des gens qui sont en train de faire de longues études ou qui projettent de le faire, mais nous parlons des réalités qui sont vécues sur le terrain. Donc par rapport au fait de profiter, comment faire pour profiter justement de ces longues études, Didier, qu'est-ce que tu en dis? Comment faire pour profiter de ces longues études? Avant de répondre, et ne pas juste accumuler des diplômes. Oui, avant de répondre, peut-être si j'oublie la question, tu me la rappelles, mais je voudrais un peu rebondir sur la question précédente. Les avantages de faire des longues études. Je voudrais relever deux choses. La première, c'est que on n'étudie pas que à l'école. On n'étudie pas qu'à l'école. Il ne faut pas que les gens croient que pour qu'on dise que j'ai étudié, je dois avoir été sur des bancs plusieurs années. Okay. La deuxième chose, c'est qu'on ne finit pas d'étudier. Donc la vie elle-même, l'expérience même au niveau de votre emploi, etc. dans la vie, vous donne des opportunités de faire des études. Okay, donc ça c'est deux éléments. Donc quand on sait ça, donc faire de longues études a des avantages. On peut dire que oui, ça a des avantages. Maintenant, c'est le fait d'aller passer son temps, rien que dans la théorie pour moi, qui est un inconvénient très grave. Voilà. Maintenant, je reviens à ta question. Je dis, oui. Il ne s'agit pas de cumuler, oui. d'accumuler des diplômes. Oui. C'est bon de les accumuler, mais c'est bon aussi d'avoir de la compétence. Maintenant, comment faire pour profiter de toutes ces formations que certains font oui. en accumulant les diplômes? Pour moi, la première des choses qu'il faut faire, c'est faire un effort tout au long de son cursus pour toujours avoir des opportunités de pratique. Alors, je dis souvent à mes jeunes frères, n'attendez pas la licence pour chercher un stage. Okay. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises où je recevais des collégiens. Des collégiens qui venaient faire une semaine, ils sont là, vous posez des questions de tout et de rien, et puis qui repartent, d'autres reviennent 2 semaines, ils repartent. Au fait, ça vous donne des opportunités justement d'apprendre des petits trucs. Okay. Donc pour moi, quelqu'un qui est déjà au collège, et ces vacances, c'est pas pour faire, comment vous appelez ça? Pour moi, vacances utiles, c'est aller dans une entreprise, par exemple, où j'aimerais travailler dans 20 ans, pour regarder comment ça se passe, même si c'est pour rester à l'accueil, pour voir comment on accueille les gens, etc., poser des questions, ça c'est quoi, etc., pourquoi tu fais ça, etc. Ça vous donne des opportunités d'apprendre déjà. Et je précise, ce sont justement parce qu'on ne fait pas ça, qu'après, on a le diplôme, maintenant on cherche un stage pour valider, voilà, pour valider, on dit pour avoir la compétence, mais en réalité, à ce moment-là, vous êtes un peu acculé parce que vous êtes âgé, parce que entre-temps, vous devez sortir de la maison de vos parents, etc. Maintenant, vous cherchez de l'argent. Donc, vous allez vous dire, non, je veux un stage payant. Or,
justement le stage payant, il n'est pas facile à avoir. Alors que si depuis le collège ou le lycée, hein, au moins le lycée, vous avez commencé par chaque vacances à vous imprégner dans une entreprise, vous allez un peu voir un peu le parallèle entre ce que vous apprenez sur les bancs et ce qui se fait effectivement dans les trucs là. Le deuxième élément peut-être que je peux donner, c'est éviter donc de chercher forcément à avoir de bonnes notes juste pour les avoir. Quand vous n'avez pas une connaissance, c'est que vous ne l'avez pas. Hein, ne cherchez pas si oui, vous avez la possibilité d'apprendre effectivement une matière, de la comprendre et de valider ses notes, c'est bien. Mais si vous ne pouvez pas le faire, eh bien, ne trichez pas. Parce que quand vous trichez, en réalité, vous finirez par vous rendre compte que vous n'êtes pas compétent. Et lorsque vous allez arriver également sur le marché de l'emploi, vous aurez un diplôme, mais écoutez, moi je reçois des gens qui ont Bac+5. Mais moi je comprends mal, par exemple aujourd'hui, le gars il ne sait pas faire Word. Bac+5, il ne sait pas faire Word. Il ne peut pas faire insertion dans Word. Donc, excusez-moi, on ne va pas lui apprendre ça forcément à l'école. J'imagine mal un professeur venir dire, bon voilà. Donc ça là, c'est lui-même en réalité. Donc ça, maintenant, c'est, comment je vais dire, ça c'est son self-mind qui va lui permettre de chercher ces trucs-là et de les apprendre effectivement. Donc, c'est le système dans lequel lui-même il se met pour apprendre qui est important aussi. D'accord, merci beaucoup. Pamela, hormis le cas particulier des études en médecine, est-ce que tu penses qu'en général, de nos jours, les longues études garantissent quand même une meilleure insertion professionnelle? Oui. Bon, moi je vais toujours dans l'optique du oui. Parce que, quoi qu'il en soit, si vous faites de longues études, vous avez un Bac+5 et qu'un jour on a besoin d'une personne qui a et un poste a besoin d'une personne qui a un Bac+5, on n'a pas le choix que de vous prendre. On vous prendra forcément. Maintenant, comme mes prédécesseurs l'ont dit, il y a beaucoup de facteurs dans ce domaine. Les réalités du terrain, la compétitivité, les peurs personnelles, les ambitions de la boîte qui veut vous recruter. En fait, il y a tous ces facteurs-là qui jouent. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que voilà, lorsque vous faites de longues études, vous avez quand même des aptitudes. Peut-être pas la compétence, parce que pour moi, la compétence, c'est cette capacité-là à mettre en pratique de façon correcte ce que vous avez appris. Donc, vous avez forcément les aptitudes qu'il faut pour exercer ce poste. Et maintenant, pendant l'entretien ou l'interview, votre employeur jugera si vous êtes qualifié pour ce poste. Donc, pour moi, oui, lorsque vous faites de longues études, vous êtes une personne quand même... une personne assez qualitative, une personne ayant accès à une certaine position et tôt ou tard, vous aurez forcément un emploi. Donc c'est... voilà. Est-ce que tu penses que c'est exagéré de dire que les longues études sont une arme contre le chômage, un rempart contre le chômage aujourd'hui? C'est exagéré? Exagéré de le dire, je dirais non. Parce que je suis sûre que Zeus ne me dira pas la même chose. C'est pas exagéré de dire cela, que les longues études sont une arme, non. Pour pouvoir mieux cerner cela, je voudrais revenir à tout à l'heure la question précédente concernant comment optimiser ou valoriser, je veux dire, nos diplômes. C'est dans cette mesure-là que les diplômes peuvent devenir une arme contre le chômage. Lorsqu'il n'y a pas d'équilibre entre la théorie et la pratique, les diplômes sont vides parce que vous n'avez pas la compétence, vous ne ressortez rien de nouveau. Vous avez le titre de tel, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. On veut des gens qui apportent des solutions, ceux qui apportent des réponses aux questions. Et sur ce point, j'ai noté 2 points ici. Lorsque Didier parlait, les étudiants ou quiconque a fait une formation, bien avant d'être recru ou d'avoir un emploi ou être salarié, penser à des opportunités ne veut pas forcément dire qu'on soit payé en ce moment.
Il y a plusieurs étudiants, lorsque ils trouvent une occasion, ils vérifient d'abord est-ce que c'est payé. Si ce n'est pas payé, bon, ils ferment la porte. Cela prouve déjà que derrière, l'intention n'est pas d'avoir des compétences, mais c'est l'argent. Et là, l'intention n'est pas d'aller apprendre. D'aller apprendre. Et là, c'est un défaut qui fait qu'on ne peut pas valoriser vraiment. Défaut, moi je dirais ignorance même. Ignorance, voilà. Et donc, dans ce sens, je voudrais donner par exemple un exemple, mon exemple. Brièvement. Oui, brièvement. Sociologue de l'éducation, j'ai fini avec 2 licences, mais je n'ai pas pensé vraiment être recru. Mais je pense comment valoriser ce diplôme. C'est quand je faisais un autre domaine, je travaille pour Forever Living Products, que j'ai rencontré un monsieur dans les relations qui avait une association sans directeur. Et je lui ai dit, voici ce que je fais actuellement, c'est pour ça que je viens vers vous. Mais en même temps, j'ai un domaine caché. Je suis sociologue de l'éducation, voici même les actions que j'ai déjà eu à poser. Il dit, ah bon, là, il voudrait que je vienne le voir. Actuellement, je suis directeur exécutif de son association, qui est bien posée, bien assise. Et je vais maintenant dans la dynamique d'expérience. Et pour le moment, il ne me paie rien, juste le déplacement. Mais ça me positionne petit à petit, ça m'amènera à là où je veux atteindre. C'est pourquoi je voudrais ajouter en disant qu'on peut rendre les diplômes à leur valeur en ne cherchant pas forcément au début à faire ce qu'on a étudié. On peut déjà s'orienter dans un domaine plus simple qui nous est sous la main. On le fait en attendant de revenir sur ce qu'on voulait faire. Merci beaucoup. Avant d'évoluer avec la question suivante, je vais vous inviter à suivre ce reportage que nous présente Ramdan Bassina et on se retrouve juste après. L'idée que les plus diplômés sont mieux protégés devant le chômage est aujourd'hui largement répandue. En résulte cette course effrénée et non moins spectaculaire de la plupart des étudiants au diplôme. D'année en année, de plus en plus d'étudiants optent de poursuivre leurs études après un bac plus 3. Je suis licencié en économie du développement. Présentement, je pense continuer jusqu'au doctorat. Du côté de viser plus loin dans les études, je pense que ça diffère de chacun de nous. À savoir, personnellement, au niveau de l'économie, avec la licence, il est assez difficile de pouvoir trouver de l'emploi. Mais il demande à ce que nous puissions avoir au moins un master ou bien un doctorat avant de pouvoir trouver de l'emploi. Je viens d'avoir un BTS en comptabilité et gestion des entreprises à l'université de Lomé. Je prévois continuer en cours d'histoire. Là, je suis là pour chercher un stage et continuer mes études. Pourquoi pas jusqu'en bac plus 5. Les études ne trompent jamais et j'aimerais avoir un grand diplôme. Comme ça, ça me permettra d'arriver à un bon stade et de trouver un bon emploi dans le futur. On ne peut pas regarder qu'au bout de nos nez. Donc le mieux serait pour moi, de continuer, d'avoir un grand diplôme avant de chercher un emploi. Ça te permet d'avoir un bon niveau de vie et une bonne place dans la société. Je viens de faire un master en management des activités maritimes et portuaires. Nous allons d'abord à l'école pour avoir un emploi. Pour avoir quel emploi? Un bon emploi, un emploi bien rémunéré. Donc aller à l'école et s'arrêter en bac plus 2, c'est bien. Mais aller au-delà de bac plus 2, bac plus 5, c'est encore très bien. Moi, j'ai opté pour le bac plus 5 parce que je dirais qu'il y a peu d'étudiants qui ont fait donc le bac plus 5. Je vais aller également loin, au-delà du bac plus 5, même aller jusqu'à faire donc le professorat, pour avoir un bon emploi, être bien rémunéré. De nos jours, faire de longues études garantirait-il une meilleure insertion professionnelle? Est-ce que les longues études constituent un rempart essentiel pour facilement accéder au marché de l'emploi? Je dirais oui. Je dirais oui, mais il faut nuancer la question. Parce qu'en réalité, l'entreprise, ce n'est pas du social. L'entreprise vise la rentabilité et la croissance. Donc, lorsque je crée mon entreprise, je suis à la recherche des compétences qui peuvent me faire évoluer. Donc, on a toujours dit ça, on martèle là-dessus, au niveau de l'Agence nationale pour l'emploi ici, que ce qui facilite l'insertion socio-professionnelle, c'est beaucoup plus la compétence que l'on a. Donc là, il faut voir, est-ce que les longues études permettraient facilement d'acquérir des compétences à même de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes.
Et je voudrais dire aussi qu'on doit pouvoir apprendre à distinguer les formations qualifiantes des formations diplômantes. Il y a des types de formations que nous appelons des formations qualifiantes qui ne nécessitent pas un haut niveau, qui puissent vous permettre facilement de vous insérer dans le marché de l'emploi, qui puissent permettre aux jeunes concernés de s'auto-employer. Mais il y a des formations que nous appelons des formations diplômantes pour lesquelles il faut forcément aller loin pour se distinguer de la masse. Aujourd'hui, la donne a changé. Donc, l'environnement de l'entreprise est devenu de plus en plus concurrentiel. C'est la capacité pour chaque entreprise à disposer des compétences à même d'innover, des cadres, des concepteurs qui fait que l'entreprise peut asseoir son hégémonie ou sa croissance. Du coup, l'entreprise, pour se démarquer de ses concurrents, de ses partenaires, cherche beaucoup plus à recruter des gens qui s'y connaissent. Des gens assez pointus, et ça, pour ça, cela voudrait dire qu'il faut forcément faire de longues études et être doté des compétences assez avérées qui puissent aider l'entreprise à innover, à créer, à concevoir. C'est révolu aujourd'hui, on a laissé le culte du diplôme pour aujourd'hui s'atteler à la compétence, à la recherche de la compétence. Et nous, au niveau de l'Agence nationale pour l'emploi, nous voulons faire en sorte que nos demandeurs deviennent des vendeurs de compétences, de sorte que lorsqu'ils se présentent devant un employeur, que ça soit manifeste comme quoi c'est des gens compétents qui peuvent me faire avancer. En réalité, ce n'est pas les diplômes. Ce n'est pas le diplôme en soi qui importe, c'est la compétence que l'on acquiert vis-à-vis de ces diplômes qui est important. Donc c'est ça. Aujourd'hui, c'est la capacité opérationnelle, c'est la compétence qui est recherchée. Et donc, s'il faut faire de longues études pour pouvoir acquérir ces compétences et facilement s'insérer, ce serait l'idéal. En effet, il est temps de passer du culte du diplôme à la culture de la compétence. Merci de nous retrouver au plateau. Aujourd'hui, nous parlons des diplômes à la compétence. Et tout à l'heure, M. Vondelu disait que les données ont changé. Oui, et la donne a changé, comme il a si bien dit. On recherche plus de la compétence que le diplôme théorique. C'est-à-dire que vous avez un diplôme et vous n'avez pas la substance du diplôme en question, c'est-à-dire la compétence, la matière nécessaire. Et notre frère relevait le fait que quelqu'un ait son bac plus 5 ne sait pas faire une insertion dans Word, ne sait pas faire une saisie dans Word. C'est aberrant. C'est aberrant parce que au-delà, oui, ça m'a étonné, au-delà de son diplôme, il n'a pas la matière nécessaire, basique. Nous sommes dans un monde aujourd'hui plus technique et on ne peut pas dire qu'une personne ne savent pas faire une saisie dans Word. Donc la donne a changé. Il ne suffit pas de présenter son diplôme pour prouver tout de suite. Ce n'est qu'une présomption mais réfragable. Parce que votre diplôme à lui seul ne démontre pas tout de suite que vous avez de la compétence nécessaire, mais c'est dans la pratique. Il faut qu'on vous mette à l'œuvre. Il faut qu'on vous mette à l'œuvre pour s'en assurer que vous avez véritablement la substance équivalente. Donc du fait qu'ils disent que la donne a changé, ça voudrait dire que le système anglo-saxon est en train de pénétrer nos le système a changé. Je vous donne un exemple. J'étais à une formation, moi-même j'étais communicateur, il y avait également des anglophones. Et après ma communication, l'anglophone m'a rapproché, il dit « Vous les francophones, vous aimez trop bavarder, vous aimez trop du bavardage. Puisque dans toute votre communication, je me suis rendu compte que vous aurez pu dire l'essentiel en quelques minutes pour que votre auditoire... pour ne rien dire. Je suis dit, vous les francophones, vous aimez trop bavarder pour ne rien dire de concret. Parce que la plupart de nos formations sont beaucoup plus théoriques. On s'est tellement enraciné dans le théorique de telle sorte que la pratique n'y est pas. Et quand j'ai écouté une dame qui dit non, moi je pense avoir un grand diplôme avant de penser à un travail. Ça veut dire qu'elle va finir d'avoir son diplôme et essayer à trouver la compétence nécessaire pour le marché de l'emploi, et ça c'est déjà faussé. Et moi j'ai l'habitude de dire que dans nos pays francophones, c'est comme nous sommes dans une sorte de robotisation où
tout le monde sait poser les mêmes questions, tout le monde sait répondre aux mêmes réponses. Stéréotypé. Vous connaissez les mêmes questions, vous connaissez les mêmes réponses qu'on vous a appris, vous n'apportez rien de concret. Merci. Rien de concret en termes de compétences. Nous avons un téléspectateur qui s'appelle Gilbert. Il nous dit qu'il nous écrit de Kégué. Voici ce qu'il dit. Le système anglophone se base sur la compétence pour recruter, mais c'est le contraire chez nous. Donc je pense que le jour où les employeurs paieront en fonction des compétences pratiques et non de votre diplôme, forcément, les gens iront chercher la compétence, Didier. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer quand les employeurs vont commencer par faire ça? C'est maintenant qu'eux, ils vont y retourner en arrière. Ce sera un peu trop tard pour eux, ils vont vieillir. Mais ça serait un début. Oui, mais vous savez, peut-être je vais expliquer quelque chose. C'est pour rééquilibrer les choses que les demandes d'emploi disent 5 ans d'expérience. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, oui, on cherche un master, mais on va vous dire 5 ans d'expérience. Je vois très rarement dans les offres d'emploi master avec 0 expérience. Les gens cherchent master et on dit on cherche quelqu'un qui a master avec 5 ans d'expérience. Pourquoi? C'est justement la compétence. Parce qu'ils ont compris que le master ne donne pas une présomption irréfragable sur la compétence de la personne. Donc on va s'assurer que, ok, au moins ce qu'il dit qu'il sait faire là, il a déjà fait quelque part pendant plusieurs années. Donc, du coup, c'est pour dire que c'est la compétence qui est le plus important alors. Mais moi, je peux même peut-être challenger certaines personnes. Si vous prenez quelqu'un qui sait faire quelque chose, qui le fait bien, qu'il a déjà fait pendant plusieurs années sans avoir le diplôme, et vous prenez quelqu'un qui a le diplôme qui correspond à cette chose-là, une entreprise sérieuse dans un pays, comment vous avez dit, où tout va bien, hein? Dans le un meilleur pays, des mondes. Voilà, dans un pays où tout va bien, on va préférer celui qui n'a pas le diplôme mais qui sait faire la chose. Parce que ce qui est important pour l'entreprise, c'est que la chose se fasse. Voilà. Eh bien, et voyez-vous, ceux qui, vous parcourez un peu l'histoire de ceux qui ont inventé des choses, qui ont fait, qui ont innové. Ce ne sont pas des gens qui ont passé leur temps sur les bancs. Hein. Ce sont des gens qui se sont remis en question, qui se sont dit, bon, écoutez, laissons tout ça, moi-même, je vais créer quelque chose. Et cette personne-là, parce qu'elle a quand même déjà la base. Comprenez, elle a déjà la base pour savoir comment les choses se créent. Voilà. Mais quelqu'un qui passe tout son temps sur les bancs, rien que dans la théorie, il ne va pas innover, il ne va pas créer de bonnes choses. Il va certes vous faire des choses. Il va peut-être bien faire le truc, mais il ne va pas aller au-delà. Il est calé, c'est là, c'est terminé. Vous voyez? Or, aujourd'hui, en entreprise, à cause de la concurrence, de l'internationalisation, tout ça, là, on a besoin des gens qui sont un peu conquérants, compétitifs. Innovants. Voilà, donc... je m'en vais vous poser une question qui vous paraîtra banale ou même inutile. Pamela, quel est le rôle du diplôme, selon toi, sur le marché du travail? Ok. Donc, selon moi, le diplôme, c'est le premier critère d'évaluation de l'employé sur le marché du travail. Parce qu'on se dit quoi? On se dit qu'une personne qui a un diplôme donné possède les connaissances théoriques qui s'appliquent à son domaine. Et donc, cette personne est capable de réagir convenablement sur le terrain et sur le sujet qu'on lui confère. Voilà. Donc, c'est le premier critère d'évaluation de l'emploi. C'est pourquoi dans les offres d'emploi, voilà, on vous dira, après l'âge ou bien le sexe, on dira, voilà, nous recherchons une personne qui a un master, une licence pour pouvoir à ce poste, ainsi de suite. Donc, et bon, puisque c'est le premier critère d'évaluation, c'est aussi le premier pourvoyeur de fonds. Parce que si on vous prend en fonction de votre diplôme, c'est à ce diplôme-là qui va en fonction de ce diplôme que vous serez rémunéré. Donc, c'est, voilà pour moi ce que représente le diplôme. La question paraît banale, mais je l'ai posée avant de donner la parole à Jean, par rapport à cette course effrénée des étudiants à l'accumulation des diplômes depuis un certain nombre d'années, bon, surtout avec l'avènement du système LMD chez nous. Je ne dirais pas qu'on se dit, est-ce que c'est une obligation que je fasse un bac plus 5? Oui, c'est une obligation. Il y a plein d'écoles pour ça, je dois le faire. Mais d'autres ont juste... J'ai rencontré une dame qui m'a dit que son mari aurait voulu que leur fils fasse la médecine. Après son BPC, il était dirigé en seconde CD, il est passé en première, mais je crois que c'est à partir de la première qu'ils l'ont dévié.
Ils l'ont dévié plutôt, il était en A4, on l'a dévié en première D. Il a brillamment reçu le probatoire, il a brillamment reçu son bac D, mais voilà qu'après l'obtention du baccalauréat, l'enfant se pointe devant ses parents. Moi, je devais faire cuisine hôtellerie. Que j'ai aucune, parce que son père, je crois qu'il était assistant médical, il voudrait que lui soit médecin. Il voulait que son fils exerce une profession de prestige et d'honneur. Mais il a fini par les convaincre. Il a fait son BTS en hôtellerie, cuisine. Et, actuellement, il travaille, il est bien payé. Et sa maman me dit, je ne donne plus d'argent de poche. Est-ce que vous voyez? Mais il prévoit continuer après. Mais pour le moment, il a 21 ans, mais il travaille. Vous voyez un peu. Donc, c'est important quand même de tenir compte des aspirations de l'apprenant et de ne pas forcément vouloir l'enfermer dans des créneaux qu'on aurait voulu, Jean. Oui, oui. Je pense que l'élément le plus pourvoyeur d'emploi, pour moi, c'est beaucoup plus le potentiel qu'il y a en nous. Ce n'est pas le diplôme? Ce n'est pas le diplôme. Et pourquoi on court après les diplômes alors? Voilà. C'est la pensée dominante, tout simplement. Et tout à l'heure, quand Pamela parlait, je me disais, peut-être qu'elle est en train de répondre par rapport à sa situation. Pour son cas, par exemple, avec la médecine, il lui faut des études longues. C'est pour cela qu'en début d'émission, nous avons signifié clairement que son cas est particulier. Voilà. Donc, je pense que le rôle du diplôme est beaucoup plus en fonction aussi du contexte. Lorsqu'on parle des pays anglophones, tout à l'heure, on l'avait dit, ils n'ont pas ce culte-là du diplôme. Ils ont plutôt la culture des compétences. Donc, ici, lorsque nous voulons ramener dans le contexte togolais, les diplômes ont leur valeur par rapport à ce qu'on dit d'eux. Et il est ici important, comme vous l'avez dit, de tenir compte des aspirations des élèves, des étudiants, des apprenants. Et c'est à cette condition-là que l'individu est libre et il donne le meilleur de lui-même. Vous savez, lorsque vous êtes dans votre domaine de potentialité, vos talents, vous les libérez aisément et vous êtes compétent dedans. Il suffit juste d'une petite formation pour que le déclic soit lancé. Dans les arts, aujourd'hui, plusieurs ont négligé les domaines de la boulangerie, de la cordonnerie. C'est des domaines pratiques où plusieurs ont des talents, mais parce qu'il y a des préjugés, il faut faire du diplôme, les parents veulent de la renommée. On néglige donc ces aspirations-là. D'accord, merci. Tout à l'heure, il y a un téléspectateur qui m'envoie un message que les étudiants qui ont leur licence dans les facs à l'université, mais pas de compétences, comment solder leur sort? Oui, comme je disais tout à l'heure. Au moins, il est réaliste. Oui, il est réaliste. Comme je disais tout à l'heure, moi, si j'ai quelque chose à lui proposer, c'est d'aller faire du bénévolat en attendant. Ok. Quand je dis ça, les gens ne sont pas contents. Mais les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas entendre ça. Ils ne sont pas contents, mais bon, moi, c'est une proposition. Ça reste une proposition. S'il en trouve et que c'est payant, et c'est tant mieux, c'est ce que je lui souhaite. Mais pour l'instant, il peut commencer par du bénévolat. Maintenant, pour venir à ta question précédente, les diplômes et la compétence, vous savez, on peut faire l'inverse. On peut d'abord chercher la compétence et ensuite le diplôme. Ça, c'est une bonne astuce. C'est-à-dire, chercher la compétence comment? Entrer très tôt en entreprise. Vous avez plus de chances. Je pense que cette possibilité existe dans notre société. Oui, vous avez plus de chances d'entrer en entreprise par le bas que par le haut. C'est plus facile pour vous d'entrer en entreprise, par exemple, je dis n'importe quoi, comme technicien de surface, que de rentrer comme directeur de l'approvisionnement. Même si vous avez le diplôme qu'il faut. Donc, pour moi, quelqu'un qui veut être astucieux aujourd'hui, il peut dire, OK, je vais chercher la compétence. Je cherche la compétence, je commence en entreprise un peu bas, au bas de l'échelle, et je gravis. Et au fur et à mesure, parallèlement, puisque aujourd'hui nous avons les formations du soir, les cours du soir, et bien parallèlement, je fais mon cours du soir, et au fur et à mesure que je suis en train de grandir dans l'entreprise, je suis en train d'obtenir les diplômes. Et un jour, je dirais que j'ai l'expérience. J'ai l'expérience 5 ans, j'ai ma licence de 3 ans, et c'est terminé. Donc je mets toutes les chances maintenant de mon côté. Voilà.
Je ne vais pas vous surprendre, mais nous sommes arrivés à la fin de nos échanges aujourd'hui. Mais je crois que nous risquerons de nous retrouver le mois prochain parce que j'ai un pléthore de questions ici. Les gens ne sont pas d'accord avec Zeus par rapport à l'exemple de ton ami duquel on se moquait qui s'est retiré du boulot. Les gens ne sont pas du tout d'accord. Mais les gens ne sont pas d'accord. D'autres nous proposent de dire aux écoles de formation de créer un lien entre eux et les entreprises pour que les jeunes puissent aller en stage assez tôt. Et d'autres pensent carrément qu'ils croient que ceux qui sortent des écoles professionnelles ont plus de chances d'être insérés sur le marché de l'emploi que ceux qui sortent de l'université. Bon. Ça reste une présomption parce qu'aujourd'hui, nous allons en reparler. Aussi, vraiment, nous allons en reparler. Je ne l'avais pas prévu, mais nous allons en reparler pour pouvoir répondre aux questions de nos amis téléspectateurs. Donc, si on vous disait diplôme et compétences, une seule phrase, qu'est-ce que vous allez dire? Diplôme et compétences. Je dirais d'abord... Une seule phrase. Oui. On est à la fin de l'émission. De chercher à connaître son profil. Ensuite, de savoir chercher les informations. Avoir une vision pour sa vie. Ça fait 3 phrases. Et se préparer. Merci beaucoup, Pamela. Diplôme et compétences, après ça sera juste. Oui, diplôme et compétences, moi je dirais diplôme n'est pas égal à compétence. Voilà. Juste. Diplôme et compétences, je dirais tout simplement, souvent, en cherchant le diplôme, on finit par dépasser l'argent. Parce que quelqu'un me l'a dit une fois. Ça fait 3 Vous, les Togolais, vous avez trop étudié jusqu'à vous dépasser de l'argent. Donc, diplôme et compétences, conclusion. Diplôme et compétences, il faut chercher plus la compétence que le diplôme. D'accord. Oui, cherchez la compétence parce qu'avec la compétence, vous aurez même plus de valeur que quelqu'un qui a le diplôme. Merci beaucoup. Certainement, nous nous reverrons au tout premier samedi du mois de novembre. Mais pour conclure, comme je l'ai dit tantôt, loin de nous l'idée de décourager les étudiants qui font ou qui projettent de faire de longues études. Poursuivre ces études après un bac plus 5, plus 3 ou plus 5 permet certes de valoir une formation en phase avec les attentes des entreprises. Mais il apparaît clairement après nos échanges qu'une accumulation ou bien qu'une stratégie d'accumulation de diplômes n'est pas forcément pertinente pour accéder à l'emploi. Car sur le marché du travail, certains profils bac plus 5 ont autant sinon plus de difficultés que des profils moins diplômés à trouver un emploi. Des études longues n'offrent pas automatiquement donc la garantie d'une recherche d'emploi plus aisée ou d'une rémunération plus élevée. Mieux vaut, comme on l'a dit en conclusion, de laisser tomber le culte des diplômes pour passer à la culture de la compétence. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie M. Didier Nagbé, qui est spécialiste marketing et communication, et notre ami Jean et Sorana Malanlé, sociologue de l'éducation et de la formation. Je remercie aussi Zeus et Pamela d'avoir passé ce moment avec nous. Nous espérons vous avoir fourni des informations assez utiles pour faire un bon choix. Merci et à samedi. Bonsoir chérie. Salut, merci. Comment tu vas? Bien, merci. Et toi? Bonsoir monsieur Conto. Bonjour. Alors dis-moi, la nourriture est prête? S'il te plaît chérie, ne me parle pas. Je n'ai pas eu d'eau de la journée. Je me suis même pas encore douchée. Cher ami, il te suffisait d'installer SuperTank. SuperTank, la solution correcte pour une conservation efficace et optimisée de l'eau. J'appelle mon plombier. Tout de suite, on va corriger ça. Sa qualité supérieure a fait ses preuves depuis plus de 12 ans. SuperTank, le choix des plombiers. SuperTank a une double couche blanche intérieure protectrice qui préserve l'eau de la lumière et permet de remarquer toute impureté. SuperTank, l'eau à volonté. Bien sûr, dans la capitale du Togo, c'était le 22 septembre. Le retour est programmé pour le 17 octobre prochain.
Et le Cap-Vert de son côté a été battu 4-1 par les éléphants de Côte d'Ivoire lundi soir. Le Cap-Vert qui s'était fait sortir au premier tour des éliminatoires du CHAN 2020 l'été dernier par la Mauritanie. Il y avait eu 0-0 à l'aller au Cap-Vert. Les requins bleus s'étaient inclinés 2-1 au retour à Nouakchott. Sous les yeux d'Imama Amapakabo, le sélectionneur du Nigeria qu'on a pu apercevoir. Allez, un tacle un petit peu tardif de la part d'Aires Fernandez, le numéro 20, qui a marqué le plus beau but du tournoi face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Les Cap-Verdiens qui ne manquent pas d'ambition, qui ont montré des choses intéressantes techniquement. C'est sur l'organisation qu'il faudra travailler, notamment sur l'aspect défensif, parce qu'il y a une défense quand même assez fébrile. Et regardez l'ouverture, il y a beaucoup d'espace laissé dans le dos de la défense des requins bleus. Le débordement avec ce centre au point de pénalty qui sera coupé par Jair Garcia qui évolue à Boa Vista da Praia, club du championnat capverdien. Et la remise en jeu pour les Super Eagles avec à l'image Yakubu, Ruben Bala Yakubu. Les Super Eagles qui s'installent dans la moitié de terrain adverse avec ce ballon donné dans la profondeur et le centre qui sera récupéré par la défense capverdienne avec Cap-Vert qui reste positionné assez bas. Et oui, il y a l'image d'Erickson Suarez. Erickson Suarez qui évolue du côté de Palmera dans le championnat du Cap-Vert, et les Nigérians qui vont se projeter avec cet Ademi Maï qui fait partie des 5 changements apportés par Amapakabo, le sélectionneur. Et on a une entame de match positive, alors qu'à l'image on a le sélectionneur capverdien Radito Carballo. Il a coaché le Sporting da Praia, un club capverdien en 2015-2016, finissant 3e du championnat à l'époque. Il a entraîné les sélections de jeunes et poursuit son ascension à la tête du Cap-Vert local. Un Cap-Vert qui, je le rappelle, n'est plus engagé en éliminatoire du CHAN 2020, à savoir le championnat d'Afrique des Nations qui se déroulera l'année prochaine au Cameroun. Allez, il y a de la vitesse là, sur le côté gauche avec Ibrahim Sunusi. Et on enchaîne avec Dourou, le centre. Finalement, ce sera un corner pour les Super Eagles. Une équipe capverdienne qui subit quand même dès ses premières minutes. Allez, le corner avec la tête, elle est trop piquée. Elle était à la limite du hors-jeu là d'ailleurs, Yakubu Bala. Bon, on va l'appeler Yakubu d'une certaine façon, ça vous rappellera un légendaire international nigérian. Yakubu Ayekpeni. Bon, il a 36 ans désormais, il a terminé sa carrière à Coventry City dans les divisions inférieures en Angleterre, mais vous vous souvenez de ce Yakubu de Portsmouth, de Middlesbrough, d'Everton, qui a enflammé la première ligue anglaise, surnommé d'ailleurs le Yak en Angleterre. Je commente pas mal de matchs de foot anglais et de Championship aussi, où évoluent les Blackburn Rovers, Middlesbrough, et les supporters se souviennent de l'international nigérian qui a marqué les esprits. Et bien voici un garçon qui pourrait suivre son chemin. On revoit encore une défense capverdienne qui n'est pas très bien positionnée. On souligne encore ces espaces laissés dans le dos et il faudra trouver un bon équilibre dans le positionnement parce que ça va vite. Et oui, Yakubu Ruben Bala qui a montré de belles choses pour ce Nigeria local. Et pour le moment, on a une forte domination de la part des Super Eagles. D'ailleurs, je trouve assez étonnant qu'on n'ait pas rendu d'hommage, puisque cette semaine était une semaine triste sur la planète football. L'international nigérian Isaac Promis est décédé mercredi soir des suites d'un arrêt cardiaque dans sa salle de sport. Il a honoré 31 sélections et inscrit 3 buts.
La fédération nigériane ainsi que la FIFA lui ont rendu hommage avec la sélection des Super Eagles. Il avait participé à une belle épopée des Nigérians lors des Jeux Olympiques de 2008, accrochant une très jolie médaille de bronze à l'époque. Et je m'attendais personnellement à avoir peut-être une petite minute de recueillement au stade Latior de Thiès. Le Nigeria qui occupe complètement la moitié de terrain adverse. Et on sent que cette rencontre pourrait être longue pour les Cap-Verdiens qui défendent. Ils vont devoir essayer de jouer les coups sur les contre-attaques. Le Nigeria à tous les coups cherche la profondeur et particulièrement sur ce côté droit. Les Cap-Verdiens qui essaient de se relancer, mais personne n'est trouvé. On est assez loin les uns des autres. Et le pressing des Super Eagles n'est pas très intense. Bon, il domine, il faudra la concrétiser aussi, cette domination. Parce que dominer, posséder le ballon, rime pas forcément avec gagner, vous le savez, dans le football. Alors qu'ici, on recherchait John Lazarus, et ça n'a pas fonctionné. Lazarus qui évolue du côté des Lobby Stars. En NPFL, le championnat nigérian. Enyimba, d'ailleurs, a remporté la NPFL cette année. Un championnat du Nigeria qui est divisé en deux groupes durant la saison régulière. Et les trois premiers de chaque groupe s'affrontent en play-off. Enyimba ne jouera pas la Ligue des Champions puisqu'il a été battu au Soudan le week-end dernier, 1-0 à l'Al Hilal Omdurman. Il y avait eu 0-0 à l'aller au Nigeria. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, dans la Coupe de l'UFOA 2017, le Nigeria était allé jusqu'en finale, battu par le Ghana 4-1 à Cape Coast. Le Ghana qui accueillait cette compétition. Et les requins bleus du Cap-Vert avaient été éliminés au premier tour avec une défaite 2-0 contre les écureuils du Bénin. Allez, le coup de sifflet de l'arbitre central, Amelome Vicentia. Et on avait une bonne couverture de balle de la part d'Hernan Cardoso. Et c'est après coup que le capitaine Harold Ndaolissa concède le coup franc. Lui qui a marqué contre son camp et offert la victoire, la qualif aux éperviers du Togo dimanche dernier. Et peut-être la possibilité à la 10e minute. Ils ont laissé passer l'orage, les requins bleus du Cap-Vert. Et désormais, il va falloir saisir ces possibilités. On a vu que sur phase arrêtée face à la Côte d'Ivoire, il pouvait se montrer dangereux. Le coup franc dans la surface. Et le ballon qui sera capté par Aboubacar, préféré à Felokai. 5 changements, dont le gardien du côté des Super Eagles. Et Ndaolissa à la relance. Un défenseur central et capitaine qui évolue au Remo Stars. Et les Cap-Verdiens qui vont récupérer avec Erickson Suarez. Et oui, avec la Guinée-Bissau. Le Cap-Vert, c'est la 2e nation de l'UFOA, l'Union des fédérations de l'Ouest africain, à parler portugais. Alors qu'on peut voir le banc nigérian avec Nia Denis, Mathias Udo, Badamosi aussi, qui était titulaire face au Togo. Et on a eu 5 changements donc. Imama Amapakabo qui donne du temps de jeu à des joueurs qu'on n'a pas encore vus dans cette Coupe de l'UFOA. Coach qui a 50 ans, qui a débuté sa carrière en 2002 à Rivers United, anciennement les Sharks. Il y est resté 10 ans avant d'être limogé en 2012. Et en octobre 2017, il devenait patron des El Kameni Warriors où il est resté 1 an et n'a pas prolongé. Et depuis